Le match dans le match reçoit ce soir le héros de Shanghai et son frère d'entraîneur ou son entraîneur de frère. C'est au choix. Comme l'écrivait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Valentin Vachereau et Benjamin Valeret sont avec moi ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Ça va? Question bête, je suppose. Très bien. Bon, on va revenir sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Tout d'abord Valentin, est-ce que vous êtes redescendu de votre petit nuage? Oui, ça commence à bien redescendre. On est presque reparti sur une routine assez classique. Donc ça fait du bien et ça fait encore plus réaliser ce que j'ai fait, mais dans le très bon sens évidemment. Benjamin, avec quelques jours de recul, qu'est-ce qui vous rend le plus fier sur ce tournoi de Shanghai? Je veux dire d'avoir réalisé que Valentin réalisait quelque chose qu'il, je pense, il ne pensait pas atteignable, en tout cas dans un futur très très proche. Je pense qu'à aucun moment avant le tournoi, il s'est dit qu'il allait gagner ce tournoi. Qu'il allait prendre match après match, oui, mais même, je pense que jusqu'à la finale, à aucun moment, il faudra lui poser la question, mais à aucun moment il pense qu'il va gagner le tournoi, parce que, comme on dit, en demi-finale c'est Djokovic. Donc c'est ça, fierté d'accomplir quelque chose d'impensable. Valentin, on va revenir sur la genèse du voyage. Quand vous prenez l'avion pour aller à Shanghai, combien de forfaits sont nécessaires pour que vous rentriez dans le tableau des qualifs? Je crois que si je me rappelle bien, quand j'atterris, il en faut encore entre 7 et 9, quelque chose comme ça. Ouais, gros pari, et l'aventure elle commence même bien avant, puisque quelques semaines avant Shanghai, vous envoyez un message à un ami en disant que quelque chose de gros peut arriver, un énorme parcours peut arriver à Shanghai. Oui, je savais qu'avec mon classement de l'époque, aux alentours de la 200e place mondiale, le seul très gros tournoi à laquelle je pouvais avoir la chance de rentrer, c'était celui-là, avec maintenant ces nouvelles formules avec les grosses qualifications en Masters 1000. Donc c'est pour ça que j'avais même prévu de faire toute une tournée, on va dire presque autour de ce Masters 1000, même si c'était quoi qu'il arrive le premier tournoi de cette tournée. Et je me disais que voilà, je sais souvent que j'adore prendre ma chance sur les grands tournois. Dès que je pouvais rentrer cette année dans des qualifications d'ATP 250, je l'ai fait. J'ai la chance avec c'est là où il card aussi ici à Monte-Carlo. Donc j'avais vraiment ce tournoi en tête et j'ai eu peur de pas pouvoir même rentrer dans ce tournoi pendant quelques temps. Mais ça l'a fait et ça l'a très bien fait à la fin. Pour vous dire, moi j'ai même posé la question 2-3 semaines avant, je crois. T'es vraiment sûr parce que sinon il y avait la possibilité de faire une tournée aussi aux États-Unis avec des challengers. Et non, il était catégorique. Il voulait vraiment aller tenter sa chance là-bas. Donc voilà, c'est tout à son honneur d'avoir voulu aller là-bas. C'est vraiment son choix, quoi. Qualifications qui sont compliquées, Valentin qui affronte 2 très bons joueurs, Basavaredi et Liam Draxel. C'est déjà beau, Benjamin, d'être sorti de ces qualifications face à 2 très très bons joueurs. Oui, c'est sûr que quand on va là-bas, c'est même si il s'était juste qualifié et n'avait pas passé plus de tours dans le tableau final, ça aurait été un tournoi positif, on va dire. Évidemment qu'on veut plus, mais voilà, chaque match gagné à ce niveau-là et c'est positif. Donc non, c'était presque ces deux plus gros combats quasiment en qualif qu'il a fait. Ouais, déjà 2 gros matchs en qualif. Ouais. Et Liam Draxel, que vous connaissez bien depuis votre parcours aux États-Unis à l'université, qui vous dit un petit mot au filet, je crois. Oui, évidemment, je l'ai joué 2-3 fois dans ma dernière année universitaire. C'était sa première à lui. On était tous les deux classés dans les 3 meilleurs joueurs là-bas. Lui est bien plus jeune que moi. Il a fait quelques autres années derrière en université. C'est la première fois qu'on se rejouait depuis, même presque la première fois sur le même tournoi. Et encore une fois, oui, une énorme bataille entre un très bon joueur, un très gros battant, Liam Draxel, et oui, déjà au filet, très bon pour moi. On rigole, on rit au filet parce qu'on avait déjà eu des grosses batailles en université et de se retrouver, on trouvait ça que c'était drôle de se retrouver là à Shanghai sur un gros tournoi comme ça et de faire un peu près pareil. Mais avec un mot assez drôle après dans le vestiaire où il me dit mais je pense que si tu joues comme ça, tu vas pas en jouer beaucoup des challengers en Asie derrière. Bon, je pense qu'il référait déjà au premier challenger d'après, que si j'arrivais en 2e semaine à Shanghai, je ne le ferais pas.
De là à penser que j'en ferai même pas un autre après, je pense pas. Il avait surtout mis le point sur ton service. Il a dit si tu sers comme ça tous les matchs, ça va être compliqué pour les autres dans le vestiaire. On avait discuté un peu de ça. Ouais. Ouais, ça a très bien marché au service tout au long du tournoi. Et je crois que vous avez eu également, après ces qualifications, une petite discussion avec Constant Lestienne, si mes sources sont bonnes. De très bonnes sources. Je crois que c'est même la première fois que je le croise. Il venait d'arriver sur le tournoi, donc Constant avec qui on est très proche depuis le début de saison. On avait passé un petit peu de temps avec lui. Et, et on se voit et il me regarde et il me dit mais attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Je pense que t'as encore 4 victoires t'as encore 4 victoires sous le bras. Et c'était assez drôle parce que pendant les 4 premières victoires, il avait pas d'euphorie. Pour lui, c'était normal. Il me l'avait dit, il l'avait vu. Et il me disait non, mais c'est normal. Je le savais. Et bon, à vrai dire, ce qui s'est passé après par la suite avec les trois autres victoires, il était évidemment très très heureux pour moi. Et c'était même un des joueurs, un des, on va dire amis proches, un des premiers qui me textait. Donc. Il l'avait pas vu, la victoire. Lui le magicien. Lui le magicien, lui l'hypnotiseur apparemment maintenant, n'avait pas vu venir, mais voilà pour la petite histoire. Le premier tour, Benjamin, dans le tableau principal, se passe très bien avec une victoire plutôt tranquille contre Laszlo Djere. Le plan de jeu, il a été parfaitement appliqué. Alors, ce que je disais à Val, c'est que pour moi, c'est peut-être son plus mauvais match de la quinzaine contre Djere. Ce que je dis je l'avais félicité, il gagne 6-3, 6-4, rien à dire, bravo. Mais je l'ai dit même après le match, t'as joué pour gagner, en soi, t'as pas joué ton jeu, t'as été très défensif, t'as été très solide, bravo. Mais voilà, on sait très bien que ce qu'on veut pour la suite, c'est que t'ailles chercher les matchs. Et bon, comme dit, je lui dis bravo, t'as fait le job, t'as gagné 3 et 4, mais voilà, tu peux, en tout cas dans le jeu, tu peux faire mieux. Donc non, pas son meilleur match de la quinzaine, mais encore une fois, c'était une victoire en 2-7 et ça suffisait pour passer. Au tour suivant, vous battez votre premier top 20. Sacha Boubli, qui n'a pas été un exemple de fair play sur le match. Ça a été compliqué, ça, à gérer mentalement pour vous? Non, parce que c'est vrai que je pense qu'on en reviendra sur la partie mentale, mais j'ai vraiment joué ce tournoi avec des œillères, vraiment me concentrant sur moi-même du début à la fin de tout le tournoi. Même débuté par les qualifications. Et ouais, sur ce match, je pense que c'était une très bonne chose à faire. On connaît Alexander Bublik comme il est, voilà, il va beaucoup chercher le public, il parle beaucoup. C'est un style de joueur différent. Mais ouais, comme je l'ai dit, c'est ce qui a vraiment bien marché. Je pense que c'est le premier match où je me suis dit, faut que je continue comme ça, vraiment me concentrer sur moi-même. Ça a bien marché sur ce match-là. Ça a été très dur. Je pense vraiment que ça a été la fin de match la plus stressante pour moi de cette quinzaine. Voilà, un ou deux derniers jeux, j'ai eu le break tout le troisième set. J'ai dû essayer de le garder. Et parce que il y avait cette première victoire à top 20, même top 15 peut-être, je sais plus exactement. 16e ou 17e. 16e ou 17e à ce moment-là. Donc je pense vraiment que c'est la fin de match la plus stressante que j'ai eue et c'était qu'au deuxième tour du tournoi. Donc oui, voilà pour la. Ouais. Au tour d'après, il y a l'abandon de Thomas Marac, mais avant l'abandon du Tchèque, il y a un premier set où Valentin ne rate quasiment rien. Vous étiez comment, vous, dans le box, Benjamin? Oui, pour moi, c'est le match, le premier set référence dans ce tournoi de Valentin, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du parcours de Valentin, et dans le parcours, certains médias parlent de l'abandon, le forfait, voire même de Marac, mais quand on regarde le premier set de Valentin, Marac est peut-être pas à 100%, mais même s'il est à 80%, il y a beaucoup de fois où des joueurs jouent à 80% et gagnent les matchs. D'ailleurs, 2 jours avant, il bat Bellucci, l'Italien, qui est peut-être 60e en lui mettant 2-7. Et vraiment, ce qu'a fait Valentin sur ce premier set, parce que Marac jouait vraiment le match, c'était moi, en tant qu'entraîneur, ce que je recherche chez Valentin. Il a vraiment joué le set quasiment parfait, et il n'a pas laissé jouer Marac. Et derrière, au deuxième set, il a le break et Marac abandonne. Mais en tout cas, pour ce qu'a mis Valentin dans le match, c'était pour moi le set référence à ce moment-là de Valentin. Et Romain Arnaudot était avec moi dans les tribunes et on discutait, on a dit voilà, si Valentin arrive à garder ce niveau de jeu, on va voir ce qui se passe derrière. On a vu. Au tour suivant, c'est un autre très bon joueur face à Valentin, Talon Griekspoor. Il y a 6 balles de break pour le Néerlandais à 5-5 dans la deuxième manche alors qu'il mène 1-7-0.
Comment vous étiez, vous, dans le box à ce moment-là? Je vous avoue que j'ai pas souvenir parfait de ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas eu que ce moment-là. On a parlé au premier match des qualifs, il est pas loin de perdre. Il y a une balle de break, je crois, un set au deuxième set, alors que Bazaveredi a gagné le premier set, contre Draxel aussi. Donc ça fait partie de ces moments où on a parlé des étoiles alignées. Moi, je parle d'une réussite. Pour gagner un tournoi comme ça, il faut une réussite extrême, évidemment. Et ce match et ce moment et ce match en fait partie. Mais encore une fois, ce match-là, pour Valentin, c'est un combat physique où Grigsport a répondu, Valentin et Grigsport ont répondu présent à ce combat physique. Il n'y a personne n'a craqué et il a plus craqué Talon Grigsport sur le niveau mental. Quand voilà, à 4 partout, il explose un peu mentalement parce que ça fait 2h30 qu'ils sont au combat. Et Valentin en sort vainqueur 6-4 au troisième set. Oui, puis on le rappelle, l'avant-veille, il avait fait exploser physiquement Yannick Sinner. Valentin, après votre balle de match contre Talon Grigsport, on voit votre visage, on sent de l'incrédulité. Ouais, je pense que c'est le match qui commence à, on va dire, faire parler un peu plus de mon parcours. On va dire que jusqu'à là, avec comme vous l'avez parlé, l'abandon de Thomas Marak, c'était un petit peu resté entre parenthèses, et vraiment cette victoire contre Talon Grigsport, voilà, j'ai senti qu'après ce moment, déjà pour moi, ce moment-là était un grand moment de me retrouver en quart de finale d'un Masters 1000. Je trouvais déjà ça fou à ce moment-là. Puis oui, puis en regardant mon téléphone, il y a commencé à avoir beaucoup plus de médias qui ont commencé à relayer ma performance, ma semaine. Donc je pense qu'un petit peu voilà le match qui a fait changer le tout, c'était avec Maratch, Bublik, ma 3e victoire contre un top 50 sur ce tournoi. Et puis il y avait aussi l'histoire qu'il avait sorti Yannick Sinner 2 jours avant, donc il était peut-être un petit peu plus attendu. Donc voilà, donc peut-être que un peu plus de monde attendait Grigsport aller plus loin dans ce tournoi, mais. Et puis c'est aussi ton premier match sur le central. Et ça, je pense que ça lui a prouvé aussi que sur un court, le central de Shanghai est extrêmement grand. Valentin, voilà, pas l'habitude de jouer sur des cours aussi grands. Et puis le demi-match a été un peu compliqué. Je crois que c'est une break d'entrée. Break d'entrée. Donc on n'avait pas pu s'échauffer. C'est la première fois qu'il avait joué sur central. On devait s'échauffer dessus. Puis les matchs avaient été tellement longs qu'on n'avait pas pu. On le sait, c'est important pour chaque joueur. Les repères sur un cours comme ça sont différents que sur un plus petit cours. Donc voilà, je pense que ça lui a prouvé aussi que battre un top 30, enfin peu importe le classement, un très très bon joueur sur un très grand cours. Je pense que ça aussi, voilà, ça a encore une fois brisé un plafond sur ce match-là. Encore un match que Valentin gagne après avoir été mené 1-7-0. C'est le cas au tour suivant, en quart de finale contre Holger Rune. Comment est-ce que vous, de l'extérieur, Benjamin, vous expliquez cette capacité à faire reset et repartir au combat tout de suite derrière? Quand je parlais de réussite, que les planètes s'alignent sur un tournoi comme ça, il faut dire que sur un tournoi. La chance, la réussite. Oui, bien sûr. Mais aussi, c'est un tournoi un peu comme un grand chelem où, après chaque victoire, il y a un jour de repos. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien aussi à Valentin. Ça lui a permis de profiter vraiment de ses victoires, peut-être jusqu'au matin. Et dans la journée de repos, on discute, on s'entraîne. Voilà, les choses se font naturellement pour que, quand il va se coucher le lendemain soir, il soit complètement focus sur le match du lendemain. Et donc, il n'y a pas le rush d'enchaîner les matchs et de pouvoir, entre guillemets, être encore dans le match de la veille. Vous, avec cette victoire sur Holger Rune, vous intégrez officiellement le top 100. Et le lendemain, jour de repos, vous êtes dans le box d'Arthur pour le voir affronter Félix Auger-Aliassime. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit avec Arthur, et pourquoi pas se retrouver en finale? Personnellement, tant que je bats pas Novak Djokovic en demi-finale, pour moi c'est toujours l'ordre du surhumain. Il faut même quand on arrive en demi-finale, il faut que je batte Novak Djokovic, il faut qu'il batte Daniil Medvedev. 2 vainqueurs de Grand Chelem, 2 anciens numéro 1 mondiaux, même si on va peut-être pas mettre Daniil Medvedev dans la même case que Novak Djokovic, qui est le peut-être le greatest of all time comme on dit. Mais non, moi c'est vraiment même quand Arthur était sur le court contre Daniil, je regardais plus ce match pour que Arthur gagne lui-même, plus qu'en me disant
si on gagne, on va se jouer en Vital de Masters 1000. Par contre, le dernier jeu qui commence à être chaud à 30 âges, c'est le moment, probablement les moments des 2 semaines où mon cœur a battu le plus fort, et ça a été un des, je pense, les moments là, où les fans et la télé ont adoré. Ça a été un super moment, mais non, on va dire que même moi, déjà, je pensais pas moi aller en finale quand j'étais en quart de finale, demi-finale, et encore à me dire qu'en finale ça peut être contre Arthur, j'y pensais encore moins. Vous évoquiez ce match contre Novak Djokovic. Est-ce qu'on arrive à préparer un match contre le GOAT, comme vous le disiez, comme un match quelconque, entre guillemets, comme n'importe quel match du reste de la saison? Je trouve que, comme je l'ai dit, cette histoire un petit peu de hier que j'ai fait tout pendant ces 2 semaines, je l'ai tout aussi bien fait, on va dire, que même jusqu'à la fin du tournoi. Parce que en demi-finale face à Novak Djokovic, le grand nombre de titres en Grand Chelem, même si encore une fois, voilà, je me suis fait breaker d'entrée sur ce match, je trouve que même mon début de match est très bon. Donc, je trouve que j'ai fait un très bon job là-dessus. Par contre, il y a des choses. Voilà, le moment où il rentre sur le terrain, je pense que même moi, j'ai eu des frissons. Le bruit de se dire que voilà, je vais affronter Novak Djokovic à ce moment-là, c'est vraiment peut-être le moment où je réalise que je vais jouer face à Novak Djokovic, quand j'entends le bruit du stade quand il rentre sur le terrain. Et ouais, par contre, une fois que le match a commencé, je trouve que j'ai fait un super travail mental à vraiment me détacher du fait que j'étais face au greatest of all time. Benjamin, est-ce que vous avez craint pendant le match que Valentin soit déstabilisé par les appels au kiné de Novak Djokovic? Pas vraiment. Vraiment, je me suis pas dit oula, attention, regarde, parce que autant voilà, de temps en temps, Valentin regardait évidemment ce qui se passait. On peut pas. Il faut regarder, être au courant de ce qui se passe en face, tout en réussissant à continuer à jouer son jeu et à rester concentré sur le plan de jeu. Et franchement, non, j'ai pas du tout été inquiet de ce côté-là. Je pouvais être inquiet que voilà, Valentin puisse descendre son niveau de jeu, enfin voilà, le garder haut à ce niveau-là, sur l'intensité, ou peut-être avoir un stress qui monte, mais pas là-dessus, pas sur le fait d'être déstabilisé par ce que faisait Novak, parce que je pense que Valentin savait que voilà, il y aurait pas d'abandon, qu'il fallait de toute façon aller chercher ce match s'il voulait le gagner. Il y a une super poignée de main avec Novak Djokovic, avec de beaux mots échangés. Et derrière, on vous voit vous tourner vers votre clan, vers Benjamin, et montrer votre torse comme ça. Qu'est-ce que vous dites à Benjamin à ce moment-là? On a du mal à lire sur vos lèvres. Je le dis en anglais sur le moment. Je dis it's my time, c'est mon moment. C'est vraiment le moment où je réalise que je suis en finale d'un Masters 1000, donc oui, c'était mon moment, et c'est à ce moment-là que je me dis même. C'est le moment où je me dis, c'est peut-être oui, aussi le premier moment où je me dis, ok, je vais y aller pour la gagne par contre. Ben, comment ça se prépare une finale de Masters 1000? Alors, j'ai jamais été dans ce cas en simple, en tout cas, préparer un joueur pour aller jouer une finale de Masters 1000, donc c'est aussi nouveau pour moi, mais c'est surtout que, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il joue Arthur. Alors moi, ça m'a, entre guillemets, facilité le travail dans mon travail tactique de coach, c'est que j'ai regardé tous les matchs d'Arthur quasiment de la semaine, donc j'ai pas eu de travail vidéo à faire le soir même. Donc j'ai gagné du temps, mais ça se rapproche un peu de Djokovic, c'est-à-dire que la première chose, avant même de parler tactique, c'était de dire, comme contre Djokovic, c'est tu rentres sur le terrain, tu fais abstraction de qui est en face, tu joues ton match comme si c'était n'importe qui, et c'est comme ça que tu pourras gagner, ou en tout cas jouer ton meilleur tennis, et puis et respecter l'adversaire et te respecter toi de la meilleure des façons. Il y a une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, c'est de vous voir vous échauffer ensemble matin de finale. Oui, ça évidemment. Après, voilà, on s'est chauffé ensemble, on a mangé le petit déjeuner ensemble. Ça pour moi c'était une évidence qu'on allait le faire. On n'allait pas essayer de trouver deux sparring partners différents pour essayer de s'échauffer à des heures différentes. Oui, je sais pas si c'est la première fois que ça a été fait ou non, mais moi ça me paraissait évident, et ça m'a pas du tout perturbé pour le match. Encore un match où Valentin est mené 1-7-0. On a commenté cette finale avec Thomas Auger et Guillaume Couillard. Nous, aux commentaires, on a senti Arthur touché physiquement au moment où il a été breaké par Valentin dans la deuxième manche. Vous l'avez ressenti de la même façon dans le box? Alors moi, dans le box, j'ai surtout senti que Valentin avait pris une dimension
j'étais concentré sur Valentin, même si on a toujours un œil sur l'adversaire, mais j'ai vraiment trouvé que l'intensité de Valentin était montée en régime et que son énergie était incroyable à ce moment-là, et il l'a tenu jusqu'au bout du match. En re-regardant le match par la suite, on voit vraiment que Arthur il prend un mur vraiment physique, voire à 3-3, 4-3 à la fin du second set, et tout le troisième set, vraiment ça m'a sauté aux yeux après. Il faut dire aussi que Arthur a enchaîné quart demi-finale vendredi, samedi, dimanche avec des matchs très compliqués, quand Valentin a eu son quart de finale le jeudi, repos le vendredi, et le match contre Djokovic facile. Il a gagné en 1h30, 6-3, 6-4 entre guillemets, donc il est arrivé beaucoup plus frais. Et en plus, il a joué en premier samedi, Valentin, contre Djokovic. Arthur a joué ensuite et a fini plus tard et s'est couché plus tard. Donc encore une fois, tout s'est aligné pour que Valentin arrive plus frais sur la finale. Et il y a une dimension physique évidemment finale. Et alors, on a beaucoup parlé du physique sur ce tournoi de Shanghai et la chaleur. Valentin a été très très bon physiquement. Voilà, Julien Val, entraîneur physique, bravo. Bonne idée de en faire un billet. Bravo, c'est bien sûr grâce à toi tout ça. Mais quand on regarde tous les matchs, en fait, il gagne sur l'aspect physique seulement sur 2 matchs. Pour moi, Valentin, c'est contre Runeux qui explose physiquement en crampe en quart de finale, et contre Arthur en finale. Tous les autres, l'aspect entre guillemets physique et endurant, c'est pas là-dessus qu'il a gagné. Sur les 9 matchs, c'est vrai qu'il y en a eu 2, mais voilà, autant il était exceptionnel physiquement, mais les matchs ne sont pas joués que là-dessus en tout cas. Valentin, vous breakez Arthur dans le premier jeu du troisième set avec un énième passing court croisé gagnant côté revers. Vous allez le breveter ce coup? Non, c'est vrai qu'il a très bien marché. On peut aussi y penser à celui à 4 partout au tie-break du deuxième set face à Holger Rune. Mais oui, après on peut aussi regarder du fait que je l'ai retenté une autre fois au milieu du troisième set. Arthur, je pense qu'il était parti 3 secondes avant sur le court croisé. Et je pense que c'est possible qu'un ou deux joueurs m'attendent de ce côté-là. Mais tu sais qu'avant le match, je réfléchis à ce que je vais dire sur Arthur, j'ai hésité. Hein, je te l'ai pas dit, mais il y a des choses que je dis pas tout, sinon il y a trop d'infos. Mais je disais, voilà, Arthur, si à un moment sur ce passing-là, tu as le choix, Val en ligne aussi parce qu'il t'attend croisé. Et je crois que même sur les 2 premiers du match, Arthur l'attend là. Donc je me dis, j'aurais peut-être dû lui dire quand même d'aller, parce qu'à un moment, il y a un point important où tu peux aller long ligne. Et bon, il arrive à ce moment-là, et bon, j'ai bien fait de rien dire. Combien de fois est-ce que vous avez pleuré dans la semaine, durant tout le tournoi? Vraiment, c'est la fin de match contre Runeux. Parce que c'est l'entrée dans le top 100, et c'est, comme j'ai dit, des fois c'est quelque chose que c'est pas l'objectif ultime, mais c'est un passage obligatoire qui est très important. Et puis des fois on perd un peu, on doute un petit peu. Est-ce que voilà, quand il y a quelques défaites, est-ce que vraiment on va y arriver? On se pose des questions. Donc c'est vraiment le match contre Runeux où il y a vraiment beaucoup d'émotions. Et après, non, franchement, après il peut y avoir un peu d'émotion, surtout en voyant les autres personnes. Mais pour moi, en tout cas, c'était seulement à ce moment-là. Je suis peut-être pas objectif, mais on a vécu une des plus belles poignées de main de la saison, une des plus belles cérémonies de remise des trophées de la saison. Vous avez dit à certains médias que cette cérémonie, c'était votre plus beau souvenir du tournoi. Pour moi, c'était la parfaite fin, le plus beau souvenir du tournoi. Et je pense que je l'ai même dit aussi que ça restera un des plus beaux moments de ma vie avant. Évidemment que ces matchs, ces victoires sont exceptionnelles, mais je pense que même beaucoup de personnes m'ont parlé avant de la cérémonie et qui était exceptionnelle, qui ont donné beaucoup d'émotions même aux gens qui nous connaissaient pas vraiment même. Et ça, je trouve que c'est super à entendre. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et oui, comme je le disais, je pense que ce moment-là restera comme un des plus beaux moments de ma vie, et surtout le fait d'être avec Arthur, quoi. C'est exceptionnel. On l'aurait pas écrit, on n'aurait même pas pensé, on n'en a jamais parlé de se retrouver sur une scène comme ça, finale d'un Masters 1000. Si ça avait été en finale d'un ATP 250, ça aurait déjà été fou. Mais voilà, je pense que c'est la parfaite fin. Voilà, pour moi, du côté vraiment positif avec la victoire, la parfaite fin de ce tournoi.
Vous avez vécu une semaine chargée. Lundi soir, vos proches étaient là pour vous accueillir à l'aéroport. Le lendemain, il y avait une cérémonie organisée au Monte Carlo Country Club. Pas mal de médias, des activités avec l'AS Monaco Foot aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur cette semaine? Bah, il n'y a pas vraiment pas un moment qui m'a, on va dire, marqué plus par rapport à un autre. C'est vraiment, voilà, on va dire, le moment parfait pour rentrer à l'aéroport, bah, c'est celui-ci. Le jour d'après, le moment parfait, c'est d'aller au country, presque sans même savoir que cette célébration, j'avais envie qu'il y ait un moment comme ça au country club, bah, de voir tous les jours après chaque victoire, que ça soit au bar au début du tournoi avec une dizaine de personnes, puis de voir presque, je sais pas, 40, 50 personnes à la fin du tournoi, même plus, voir le nombre de personnes monter graduellement. Pour moi, le deuxième jour, le plus important, c'était d'aller partager ce titre avec tout le monde, sans même penser que Monseigneur le Prince Albert serait là. Donc même un super moment pour moi aussi. Et puis oui, les jours d'après, hier, ce magnifique moment à la Turbie, au centre d'entraînement de l'AS Monaco, où j'avais jamais eu la chance d'y aller. Moi, grand fan de l'AS Monaco, ça a été même pour un petit rêve d'enfant, grâce à ce tournoi que j'arrive à réaliser aussi. Donc c'est plus voilà on va dire de chaque jour une chose parfaite c'est passé que j'aurais vraiment voulu même avant au moment où je gagne. Fait voilà, si tu peux avoir une chose chaque jour qui peut se passer euh, en rentrant à la maison, bah je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. Benjamin, on sait on a peu le temps de savourer dans le tennis. Quels vont être les objectifs pour la fin de saison? Bah, encore une fois, je vais essayer de terrain, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le classement, ce qu'on veut, enfin, objectif de vouloir gagner des matchs à l'arrivée, ça va être encore le terrain, ce que Valentin va mettre, et que voilà, si l'adversaire est plus fort, bah, ok, on serra la main, on dira bravo, et puis voilà, c'est vraiment et réussir à continuer tous les ingrédients qu'il a mis dans ce tournoi. Ben voilà, allez, là il reste peut-être 3 tournois jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, on va aller tête dans le guidon et puis on fera le bilan après ces 3 tournois. On suivra ça avec attention. Merci Valentin, merci Benjamin. Et vous avez toujours le droit de venir dans ces matchs, vous êtes toujours les bienvenus. Merci avec grand plaisir. Et Merci Pierre. À vous de nous avoir suivis. Le sport ne s'arrête jamais et revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous.